Notre émission, le centre hospitalier Le Pain Quotidien. Tout d'abord, on voulait vous demander pardon pour le retard que nous avons eu. Voilà, désolée. Et aujourd'hui, nous sommes le 30 août 2024 et nous avons voulu en fait vous faire une émission sur le choléra. Effectivement, ces derniers temps, en tout cas cet été, on a fait beaucoup de recherches avec les équipes médicales pour un projet d'écriture. Et on s'est dit qu'il fallait que nous partagions sur le choléra. Et donc du coup, sur le plateau aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je suis avec mes sœurs qui vont se présenter. Bonsoir à tous. Du coup, moi, je suis la sœur Emmanette. Enchantée. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, moi c'est Mère Genie. Bonsoir Mère Genie. Bonsoir. Et du coup, je ne me suis pas présentée, moi c'est la sœur Elmaude. Donc comme je vous ai dit, on allait faire une émission sur le choléra. Et avant de parler du choléra, on va vraiment remettre ce temps entre les mains du Seigneur pour qu'il soit vraiment au contrôle de toutes choses. Père éternel, merci pour ta grâce et ton amour, Papa. Elohim, nous voulons remettre ce temps de partage entre tes mains, Père. Que tu sois vraiment au contrôle de toutes choses, Seigneur, Père Adonai. Que tu puisses encore ouvrir, Seigneur, Père éternel, les consciences de chacun pour que nous puissions, Seigneur, Père éternel, encore avancer, Seigneur, Père éternel, là où tu veux que nous allions et remettre vraiment ce temps de partage entre tes mains, que tu sois au contrôle de toutes choses. Et nous voulons vraiment informer la population de ce qui se passe, sensibiliser, et que chacun puisse être sensible à ce que tu nous permettras de partager. Au nom de Yoshua Mashiach. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, du coup, on fait cette émission avec les sœurs de Haïti, parce que sur le projet que nous avons eu à travailler, c'est vous qui avez travaillé un peu sur le choléra. Et justement, je voulais vous demander, mais qu'est-ce que c'est finalement le choléra ? Alors, proprement dit, le choléra, en fait, c'est une maladie infectieuse qui touche... qui est causée par une bactérie appelée Vibrio cholerae qui se trouve dans les eaux contaminées et aussi dans les aliments. Donc, qui peut être mortel en l'absence de traitement, en fait. Charge immédiat. Ok. Donc, du coup, tu nous disais que ça se trouve dans l'eau contaminée et dans les aliments. Et aujourd'hui, on peut encore être touché par le choléra. Moi, c'était la question que je me posais. Est-ce qu'aujourd'hui, on pouvait encore être touché par le choléra ? Et est-ce que cette maladie, elle existe depuis quand, en fait ? Alors, du coup, cette maladie, elle existe du coup depuis l'Antiquité. Donc, ça a commencé en Inde en 1817, excusez-moi. Donc, dans le golfe du Bengale en Inde. Et du coup, en fait, avec la mondialisation, du coup, elle s'est propagée dans plusieurs continents. Quand tu dis avec la mondialisation, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça ? Par rapport, du coup, au commerce, du coup, par rapport au port. La mondialisation, si je peux me permettre, et voilà, donc la mondialisation, l'échange du peuple, le fait que le peuple se dirige, se voyage, le touriste aussi, ça a apporté aussi le choléra. Okay. Ok, merci les filles. Et du coup, justement, ce choléra, aujourd'hui on parle de 7e pandémie, c'est bien ça ? Effectivement, oui. Qui a débuté du coup en 1961. Et du coup, actuellement, on est toujours dans la 7e pandémie du choléra. Ok.
Et donc, dans cette pandémie de choléra, effectivement, elle a touché plusieurs zones. Hein. Elle avait touché quoi comme pays ? Principalement, la 7e pandémie, elle a touché pas mal, du coup, le continent de l'Amérique, notamment en Haïti, donc qui a fait pas mal de cas en 2010. Effectivement. En 2010, avec le tremblement de terre et qui a secoué Haïti, du coup les gens faisaient leurs besoins un peu partout, donc les gens étaient obligés de partir de la capitale parce que le tremblement de terre a eu lieu en plein capitale d'Haïti. Donc du coup, ça a favorisé les déplacements de la population et qui a apporté aussi le choléra et surtout chez les enfants en Haïti en tout cas. D'accord. Donc si on résume un petit peu, du coup tu disais tout à l'heure, Emanette, que cette pathologie, elle a commencé dans l'Antiquité, en Inde. Ensuite, avec la mondialisation, le commerce, tout ça, ça s'est propagé. Il y a eu plusieurs pandémies. Tu me parles de 1817. Entre-temps, il y a eu aussi des pandémies en Europe. En Europe, hein, même en France. Il y a eu des grandes pandémies en Asie. Et là, on parle de la 7e pandémie depuis 1961. Donc depuis 1961, on est toujours dans cette 7e pandémie avec, comme tu disais tout à l'heure... tu parlais de Haïti, qui a eu lieu en 2010. Et c'est vrai que on en a entendu parler aussi cet été, du choléra. Oui, effectivement. Du coup, dans un département français, à Mayotte, du coup, ça s'est propagé. Il y a eu pas mal de cas. Enfin, je ne dis pas exactement les chiffres, mais du coup, on a entendu parler qu'il y avait quand même un mort. Donc, c'est quand même d'actualité. C'est toujours un problème de santé publique. Donc, on peut dire que jusqu'à maintenant, cette maladie est toujours d'actualité. Hein. Ah ouais. Du coup, ça veut dire que même dans les départements français, aujourd'hui, on peut mourir du choléra. C'est vrai que une maladie qui existe depuis l'Antiquité et aujourd'hui, on est en 2024. Et cet été, il y a eu, en tout cas, un enfant décédé. Il me semble il y a eu 2 décès, mais ce qui nous avait marqué, c'était vraiment un enfant de 3 ans qui est décédé du choléra à Mayotte. Et c'est vrai qu'on se pose des questions. On se pose des questions et ouais, on se pose vraiment, c'est vraiment, comme tu dis, un problème de santé publique et où justement la médecine et le ministère de la Santé, en tout cas de chaque pays, doit vraiment agir par rapport à ça. Effectivement. Et c'est vrai que l'OMS, elle nous dit que, d'après les études, il y a environ 1,3 à 4 millions de cas de choléra par an et 21 000 à 143 000 décès qui ont été dus au choléra dans le monde. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Sachant que tout à l'heure, tu me disais par rapport à l'OMS que les chiffres, ils étaient pas forcément, c'était pas forcément ça les chiffres. Oui, parce qu'en fait, chaque pays déclare, enfin, ça dépend de leur déclaration. L'OMS, selon l'OMS, nous dit il y a plus que 10% de cas de plus que les pays ne mettent pas forcément par peur de représailles. Effectivement. Et donc voilà, donc du coup on n'a pas un chiffre vraiment fixe. Voilà, ils peuvent pas avoir des chiffres fixes. C'est ce qu'ils nous ont dit que que il peut avoir plus de cas que ça du choléra. Ok, donc tout à l'heure, Emanette, tu nous disais que vraiment le choléra, c'était vraiment un problème de santé publique finalement qui était toujours d'actualité. Et je voulais savoir comment en fait on pouvait contracter cette maladie. Du coup, on peut contracter le choléra, lorsque les eaux en fait sont contaminées. Donc en fait, ce qui cause ça, c'est un problème d'assainissement de l'eau.
Ça peut être lié aussi des fois quand il y a des catastrophes naturelles, l'eau elle est pas assez traitée, donc du coup la personne quand elle va prendre de l'eau, puiser de l'eau pour quelconque besoin, pour faire à manger ou tout ça, quand elle va laver les fruits ou les légumes ou peu importe les aliments, les aliments vont être contaminés. Donc du coup quand elle va manger ça, elle va ingérer la bactérie. Du coup comme les aliments seront contaminés. Donc ça peut être aussi lié aux conditions de vie et d'hygiène. Donc les personnes du coup ne sont pas forcément sensibilisées à l'éducation. Et par manque d'accès à l'eau potable, du coup aussi. La précarité aussi. La précarité, effectivement. Et du coup, le fait qu'il y a des catastrophes naturelles, ce que j'ai dit précédemment, et les conflits et mouvements de masse par rapport aux réfugiés ou les déplacements. Les déplacements, du coup. Donc, ok. Voilà, par rapport aux catastrophes naturelles, comment ça s'explique que lors d'une catastrophe naturelle, on peut avoir le fait de contracter cette pathologie soit plus grande qu'en temps normal? Non, parce que les personnes, du coup, ils vont faire ils vont déféquer leur matière, les selles, tout ça à l'air. Donc, du coup, le fait que l'eau passe à travers ça, du coup, ça a un risque de contamination. Donc ça, les déchets, tout ça. Les cyclones. Les cyclones, effectivement. C'est quoi les cyclones? Tu peux nous expliquer un peu les cyclones? Ça propage du coup la bactérie, le fait que du coup que ça se propage dans toutes les zones, tout ça, donc du coup ça propage aussi la bactérie. Ok. Donc les eaux du coup elles deviennent contaminées par la suite. Ok. Et du coup tu nous as dit aussi les conflits et les mouvements de masse, parce qu'effectivement quand il y a des conflits dans certains pays. Là, moi, le dernier que j'ai en tête, enfin, c'est pas le dernier, mais un des pays que j'avais en tête, c'était quand il y a eu, quand le peuple rwandais, il s'est déplacé, en tout cas en RDC. On parle de plus de 25 000 morts de personnes atteintes de choléra en quelques semaines. Et franchement, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et même à Mayotte, pourquoi il y a eu ces cas-là? Parce qu'en fait, tous les gens du Cambodge, ils sont venus en fait au niveau du département de Mayotte. Et donc l'effet de masse là, ça crée d'attraper plusieurs bactéries. Ok. Et du coup, comment en fait, moi, j'ai envie de savoir, comment je peux savoir, par exemple, Mère Genie, comment je peux savoir que je souffre du choléra? Alors, comment savoir si on souffre du choléra? Premièrement, en fait, c'est la déshydratation. Donc, la personne va être en manque d'eau. Du coup, ça peut se voir aussi par les diarrhées. Donc, la personne va aller souvent aux toilettes. Donc, du coup, ça va entraîner chez cette personne une déshydratation. Et du coup, le fait aussi, diarrhée, vomissement, cette déshydratation va mener des crampes, en tout cas musculaires, surtout au niveau des jambes. Cette personne va être affaiblie subitement. Mais pourquoi elle va être affaiblie? C'est la bactérie en fait elle a été contaminée par la bactérie. Du coup, elle a eu plusieurs symptômes précédents. Donc la diarrhée, les vomissements et donc les crampes musculaires, comme je disais. Et donc du coup, ça va entraîner chez cette personne une fatigue intense.
Et donc, voilà. Et comment je peux savoir que... effectivement, tu m'as dit, je vais avoir de la diarrhée et des vomissements. Ça veut dire que je vais perdre beaucoup de liquide. Et donc, du coup, je vais être déshydratée. Oui. Et comment je peux reconnaître qu'une personne est déshydratée, justement? Cette personne, elle va être sur la peau. La peau, elle va être très asséchée. D'accord. Les yeux vont être vraiment enfoncés. Donc, elle va aussi réclamer de l'eau. En fait, elle va sentir cette sensation de soif. Donc voilà, voilà, ce sont des signes qu'on peut vraiment déterminer chez les personnes atteintes du choléra. D'accord. Et du coup, cette prise en charge, parce que c'est vrai que le choléra, on en parle vraiment dans les pays en développement. Enfin, on en parle beaucoup plus parce qu'on a vu qu'il y avait eu quand même un cas à Mayotte, mais on en parle beaucoup plus dans les pays en développement. Et on sait un petit peu que dans les pays en développement, quand on arrive à l'hôpital, on n'est pas pris en charge tout de suite. Ouais. Est-ce que ça, c'est un danger ou pas ? Oui. Parce qu'en fait, dans le cas du choléra, la prise en charge doit être faite rapidement, parce que la personne perd beaucoup d'eau, parce que l'être humain est vraiment constitué beaucoup d'eau pour vivre, et donc le fait que la personne atteinte du choléra n'est pas prise en charge rapidement, ça peut déterminer en tout cas des complications très dramatiques à la suite. Donc en fait, lorsqu'on a le choléra, on doit être pris en charge en urgence. Oui, c'est une urgence, voilà. Okay. Vitale. Et quels sont les cas graves justement du choléra ? Du coup, ça peut entraîner des signes neurologiques chez certaines personnes, confusion. La personne va être elle va être confuse, voilà. Des signes, des chocs hypovolémiques, voilà. Le rythme cardiaque va être vraiment affaibli. Et donc, voilà, la tension artérielle chez la personne va être très basse. C'est quoi un choc hypovolémique ? Parce que t'es mis. C'est quoi un choc hypovolémique ? En fait, c'est l'hydratation, en fait, la déshydratation qui entraîne ce choc hypovolémique, voilà, dans notre métier. Donc voilà, on connaît voilà. Donc en fait, c'est donc du coup en fait la déshydratation la personne le corps il sera pas habitué à cette déshydratation brutale en fait, et du coup ça va provoquer une accélération du rythme cardiaque, comme elle sera en manque d'eau, et du coup la pression artérielle par la suite elle va baisser en fait du coup. Voilà. Ça baisse. C'est quand on baisse rapidement en fait. Voilà, c'est ça le choc hypovolémique. Oui, c'est pour ça qu'on dit choc du coup dans ce cas-là. On a une baisse de. En fait, on dit choc hypovolémique parce qu'on a une diminution du volume de notre corps très rapide, c'est ça ? Ok. Et du coup. Comment, d'un point de vue, je sais pas moi, hygiène, diététique, comment on peut remédier au choléra, parce que comment on peut y remédier ? Du coup, en ayant une bonne hygiène, se laver les mains avec du savon et de l'eau. Après avoir été aux toilettes par exemple, ou après avoir mangé, avant et après du coup chaque repas. Même parce que après et avant chaque repas, lavage des mains, mais j'ai envie de dire même dans notre vie de tous les jours, au quotidien, on rentre du travail, on se lave les mains, on était dans le métro, on était dans la voiture, on était voilà, en fait on rentre de dehors, on se lave les mains en fait.
parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y avait ça parlait pas du choléra, mais il y avait une publicité, moi, elle m'avait marqué. C'était un enfant qui trouvait un mouchoir par terre. Et si, je me rappelle. Oui. C'était par rapport au Covid. Du coup, ils ont fait cette publicité et effectivement, ça nous fait prendre conscience que voilà, on se rend pas compte les microbes, voilà, les microbes qu'on entraîne, surtout voilà, par les mains, parce qu'on manuporté, hein, c'est pour ça que voilà, on dit qu'il faut toujours laver les mains avec de l'eau propre, voilà, de l'eau potable, surtout parce que dans le cas du choléra, l'eau, si l'eau n'est pas potable, donc du coup, lavage des mains est pas efficace en tout cas. Ok. Donc lavage des mains, très important dans tout mode de transition. Effectivement. Donc, on parlait du coup de l'eau potable. Comment avoir de l'eau potable, du coup, pour les personnes qui n'ont pas forcément, dans les pays du coup qui sont appauvris, qui n'ont pas forcément accès à l'eau potable, elles peuvent bouillir l'eau et du coup désinfecter du coup avec des pastilles si elles en ont de chlore. Ou sinon, on peut mettre du coup du 6 cuillères à café de sucre et un demi-cuillère à café de sel. Donc ça va permettre que l'eau, elle soit potable en fait du coup. Du chlore, comme tu dis, du sucre, du sel, surtout du sel aussi. Surtout le sel, effectivement. Donc voilà, et du coup veiller du coup à ce que les contenants du coup d'eau soient propres avant de les utiliser, pour éviter du coup que l'eau elle se contamine à nouveau. Bien laver du coup les aliments crus et bien les peler, voilà, soit avec de l'eau du coup. Oui. Avec de l'eau bouillie. Oui, du coup de l'eau bouillie, du coup voilà. Et du coup absolument éviter du coup de déféquer, de faire des selles à l'air et d'utiliser du coup des latrines à l'écart du coup des sources d'eau en fait, parce que du coup ça a un risque de contamination surtout. Et du coup bien nettoyer les surfaces avant de préparer chaque aliment. Veiller à bien que du coup les surfaces, l'environnement soient propres du coup, pour éviter que les mouches se posent, parce que du coup par la suite oui. Ok, donc ça c'était un peu les conseils d'hygiène, hein. Donc ce qu'on a bien retenu, c'est le lavage des mains à l'eau bouillie et au savon surtout, avec du savon. Oui. Avant manger, après être allé aux toilettes, quand on rentre de la maison, de dehors. Ok. Et du coup, pour les conseils diététiques, tu peux nous donner un petit peu les conseils diététiques, Mère Genie? Oui, bien sûr. Alors, les conseils diététiques, c'est la réhydratation à l'oral. Donc, voilà, comme elle disait tout à l'heure, Emma, voilà, préparer une solution avec de 6 cuillères à café de sucre et voilà, dans 1 litre d'eau, ou consommer de l'eau de cuisson de riz, des soupes salées, des aliments cuits, manger des aliments bien cuits et chauds pour éviter des contacts entre les aliments aussi crus et crus. Il ne faut pas mélanger ces aliments. Donc, et pourquoi il faut bien cuire les aliments? Pour enlever toutes les bactéries. Pour tuer les bactéries. Pour tuer les bactéries qui peut en avoir dessus. Et voilà, et protéger aussi les aliments, les couvrir pour éviter que les mouches se posent sur les aliments qu'on va manger. Voilà, et aussi adapter une alimentation renforcée pour renforcer notre système immunitaire. Donc voilà. Donc c'est quoi les aliments quels sont les aliments qui renforcent justement notre système immunitaire? Du coup, ça peut être du coup les plantes, le thé vert, les épinards, le gingembre aussi. Le gingembre?
Oui. Donc c'est bien de boire du jus de gingembre. Oui, effectivement. Voilà. Okay. Bon, pour la défense immunitaire, oui. À titre d'information. Du coup, il y a les boissons gazeuses et tout ce qui est agrumes, donc l'acidité. Donc ça permet de tuer toute forme de bactéries. En fait, les personnes qui ont plus par rapport à l'estomac, parce que l'estomac absorbe les aliments par le suc gastrique, du coup. Donc c'est un tueur de bactéries aussi, l'acidité. Donc voilà. Aussi des glaçons, éviter. Mais du coup... attends, dans le renforcement du système immunitaire, du coup, tu m'as dit le gingembre, les épinards, les agrumes, citron, orange. Et il y a aussi un aliment, enfin, en tout cas, je sais pas si c'est un aliment, une épice qui est bien aussi, le curcuma. Ah oui, le curcuma. Ouais, le curcuma, ça c'est vraiment une bonne défense immunitaire aussi, effectivement. Et dans tout ça, il faut éviter les boissons du coup glacées, donc les glaçons, tout ça, et consommer uniquement du coup les fruits et légumes qui sont pelés et préparés du coup et bien lavés du coup surtout. D'accord. Donc, voilà. Donc ça, c'est sûr que dans les, en tout cas, hein, pour les glaçons, enfin pour tout ce qui est glaçons, en tout cas quand on va dans les pays en développement, ça c'est ne prenons pas de glaçons dans nos boissons, parce que c'est vrai que des fois vous voulez un coca, c'est bien le coca, oui, mais sans glaçons. Parce que justement en fait on sait pas le glaçon il est fait avec quelle eau et pour l'eau effectivement vaut mieux prendre de l'eau qui est en bouteille. Et j'ai envie de rajouter, parce que ça nous est arrivé à une des dernières missions en décembre 2023, pour ceux qui étaient là, ils vont se souvenir, c'est de prendre des bouteilles qui sont fermées en fait, parce que des fois en fait ils mettent de l'eau, on va dire ils vont la centrifuger rapidement, mais nous on n'est pas habitués et franchement on a tous été malades. On a tous été malades avec de l'eau en bouteille, donc faut vraiment vérifier que les bouteilles soient bien fermées. Elles soient bien fermées et dès qu'on sent que l'eau elle a un petit goût un peu qu'on n'a pas l'habitude, on laisse tomber. Hein. On laisse tomber vraiment. Donc voilà la petite anecdote. Du coup, comment pouvons-nous aussi, remédier en tout cas à ce choléra? C'est vrai que il y a aussi de la prévention qui est faite. Effectivement, du coup. Surtout éduquer la population par rapport aux pratiques d'hygiène, donc l'hygiène des mains, les mesures préventives, du coup ne bien se laver les mains, ne pas être en contact direct, parce que du coup les personnes qui ingèrent la bactérie, ils peuvent avoir des symptômes comme ils peuvent pas en avoir. Donc du coup l'hygiène de main est très primordiale, parce que ça va éviter toute transmission manuportée comme on disait, donc de personne à personne en fait. Éducation aussi sur le fait d'aller aux toilettes dans les latrines. Effectivement. Donc bien utiliser des latrines et éviter du coup de faire tous nos besoins à l'air. Donc l'environnement peut être une source de contamination aussi. Effectivement. Et par la suite du coup sensibiliser les personnes, ne pas partager le même plat, ne pas manger dans les mêmes plats ou à se laver les mains dans le même récipient d'eau. Effectivement. Du coup, pour ne pas partager les mêmes plats, c'est si jamais il y a une personne qui a le choléra entre nous. Parce que si ce sont dans leur culture, au moins bien se laver les mains avant et pour partager le même à l'eau et au savon, effectivement, avec de l'eau bouillie. Oui, surtout. Avec de l'eau bouillie. Pour pouvoir manger ensemble, quoi. Effectivement, oui, c'est vrai. Ok. Et c'est vrai que pendant que on travaillait sur le choléra, on se disait, en fait, merci Seigneur pour
pour ce qu'il fait par rapport au centre hospitalier. Parce que c'est vrai que quand on voit que, en fait, comme vous disiez tout à l'heure, les filles, c'est que c'est une maladie qu'il faut prendre en charge vite, parce que elle peut être urgente. Oui. Et en fait, si on la traite rapidement, bah la personne. On sauve des vies. Voilà, on sauve des vies, clairement. Clairement, on sauve des vies. Mais si on tarde, bah voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de décès en fait, parce que en fait, une simple réhydratation peut sauver pour le choléra. Mais pendant qu'on effectuait ce travail, on se disait aussi, mais en fait, heureusement, qu'il y a des hôpitaux justement. Et c'est ça aussi ce qui est en train d'être fait dernièrement, c'est que des hôpitaux sont construits où en fait on va pas demander aux personnes de payer d'abord, on va d'abord les soigner, parce que en soignant d'abord une personne, ben, en fait on peut sauver des vies, parce que c'est une question d'heure avec le choléra, c'est ça? Oui. Ouais, c'est vraiment une question d'heure, et d'où en fait tous ces centres hospitaliers qui sont construits et qui donnent un accès aux soins aux personnes les plus défavorisées, parce que en tout cas aujourd'hui ce n'est pas pensable de laisser en fait des personnes souffrir du choléra et de ne pas mettre en place des actions rapides et efficaces, parce qu'une action rapide et efficace pour le choléra, c'est une perfusion, c'est juste une perfusion en fait. Oui, bah oui. La réhydratation. La réhydratation par voie orale ou par voie intraveineuse. Oui. Et ça, en fait, ça peut sauver. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y a plusieurs centres hospitaliers qui sont en construction. Parce que c'est aussi le rôle de l'Église, de pouvoir venir en aide aux nécessités. Ouais. Et dans le centre hospitalier de Haïti, justement, vous allez mettre en avant les maladies infectieuses, c'est ça ? Infectieuses, parce que Haïti, lors de ce travail, on s'est rendu compte aussi que Haïti, a beaucoup de cas de maladies infectieuses. Donc, c'est vraiment les cas les plus urgents. Et donc, du coup, dans le centre hospitalier qu'on est par la grâce du Seigneur, qu'on est en train de construire. Donc, il y a bien un service qui est dédié pour traiter, en tout cas, les personnes qui sont atteintes des maladies infectieuses, dont le choléra aussi fait partie. Voilà. Et du coup, ça avance bien, le projet de construction en Haïti? Ça avance par la grâce du Seigneur. Donc voilà, c'est par la foi, parce que comme vous savez que le pays est dans le chaos. Donc c'est pas du tout évident. Mais on avance, on construit le centre. C'est en train de se faire petit à petit. On fait des efforts. Le Seigneur fait grâce. Donc et aussi le finance, le traçage du terrain. Donc on commence à mieux voir les choses maintenant, parce que le plan a été bien envoyé, donc avec les services. Donc on a hâte en tout cas de voir ce que le Seigneur va faire, en tout cas, et la construction finale de l'hôpital, du centre hospitalier, par la grâce du Seigneur. Amen. Et du coup, par rapport à ces projets de construction, vu qu'on est là, on profite. Du coup, vous avez pu participer au projet de travaux, et comment vous avez trouvé ça ? Les travaux vous participez au dispatching des salles, tout ça? Ah oui, donc du coup on était invités à participer justement avec le pain quotidien, donc dans la construction du plan, parce que c'était quand même du travail de savoir comment on va implanter de tels services, et aussi réellement ce qui m'avait impressionné, parce que je ne savais pas, en fait il fallait vraiment faire
des recherches pour savoir les maladies prédominantes du pays. Là, j'ai appris pas mal de choses sur mon pays. Voilà, les maladies qui sont vraiment très, très, très... qui évoluent en tout cas malgré le pays est dans un état catastrophique. On voit comment le peuple aussi souffre et n'a toujours pas accès aux soins gratuits pour les plus démunis. Donc grâce à cet hôpital, les personnes vont être soignées par la grâce du Seigneur et il y aura aussi moins de cas de décès. Et on espère par la grâce du Seigneur. Amen. Donc du coup, par rapport à ces pathologies, tropicales ou maladies infectieuses, du coup, on pourrait apporter des soins. Et comme ici c'est un Gamazo, on voit que pareil, c'était après une chirurgie aussi, mais on voit que la réhydratation c'est vraiment important. C'est vraiment important, surtout dans ce traitement-là de la choléra. Et du coup, vous aurez un laboratoire pour... ok. Oui, on a un laboratoire biochimique, on a une radiologie aussi, service imagerie, voilà. Et oui, on aura bien un laboratoire par la grâce du Seigneur. D'accord. Et donc, dans ce laboratoire, si jamais il y a un patient qui vient il y a un choléra, comment on pourra... qu'est-ce qu'on pourra lui faire là pour voir s'il a le choléra? Déjà, on va faire une prise de sang. C'est le médecin qui va, nous, en tout cas, va prescrire, va prescrire la prise de sang et donc, du coup, la recherche de CoPro aussi, donc dans les selles. Et aussi, on va lui poser une voie veineuse périphérique et donc pour pouvoir l'hydrater selon les prescriptions médicales. En tout cas, on mettra en application la prescription médicale pour prendre en charge la personne atteinte du choléra. Ok, amen. Et du coup, cette personne, elle pourra, comme tu dis, recevoir les soins appropriés, qui est de réhydratation, si antibiotiques, parce que c'est une bactérie. Donc, en fonction de la prescription médicale, et aussi une éducation qui pourra aussi retransmettre à sa famille et à son entourage. Donc, on se rend de plus en plus compte, en fait, en travaillant dans les recherches que nous effectuons, que vraiment cette pensée de centre hospitalier, elle vient vraiment du Seigneur. Et moi, vraiment, ça m'avait vraiment marqué, en tout cas, que le cas qui s'était passé à Mayotte, parce que je me suis dit, même en France, il y a des besoins. Et le cas de ce petit enfant de 3 ans qui est décédé cet été-là du choléra, c'est vrai que ça a fait beaucoup réfléchir sur ce que le Seigneur veut que nous fassions, en tout cas, par rapport aux compétences que nous avons, chacun. Et voilà. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un truc, Imanette. Du coup, j'ai vu vraiment, par ces recherches, du coup, l'importance en fait de la vision que le Seigneur a communiquée, et le fait de mettre en œuvre ses talents. Parce que nous, on est infirmiers, mais mettre en œuvre ses talents, c'est beau pour la gloire du Seigneur, pour l'œuvre qu'il fait. Et c'est vraiment enrichissant d'avoir travaillé sur cette pathologie et voir du coup en fait que c'est vraiment primordial en fait la gratuité des soins, parce que les personnes forcément qui n'ont pas les moyens, ils peuvent pas forcément se faire soigner, parce qu'une fois qu'ils arrivent, on leur demande de l'argent dans les pays vraiment appauvris. Et du coup, c'était vraiment enrichissant ce travail, j'ai trouvé. Et je rends toute la gloire au Seigneur pour ce qu'il fait et continuera à faire en fait. Amen. Amen. Oui, c'est bien c'est bien, en tout cas, gloire au Seigneur. Et vraiment, comme elle disait,
on voit en fait l'importance des centres hospitaliers, dans les pays. Donc par la grâce du Seigneur, hein, cette vision, on bénit le Seigneur pour cette vision des centres hospitaliers, voilà. Et on sait que quand on a visité des pays où on a été juste en vacances, hein, voilà, parce que on peut quand même contracter en tout cas nous, en fait, qui vivons en tout cas en Europe, cette maladie, voilà. Et donc voilà, personne est à l'abri, voilà, que c'est le Seigneur qui nous garde, mais on bénit le Seigneur parce que voilà, en France, on a quand même la santé gratuitement, voilà, et voilà, en partie, voilà. Donc voilà, on a quand même un système de santé en tout cas vraiment efficace. Voilà, le Seigneur soit béni. Donc que les personnes qui sont dans des pays en développement n'ont pas. Et donc voilà, et le Seigneur nous demande en tout cas l'Église en tout cas de porter soutien à ceux qui en ont besoin. Et donc voilà, c'est ce que nous essayons de faire par sa grâce. Et voilà. Amen. Voilà, frères et sœurs, on voulait aujourd'hui vous faire un petit focus sur le choléra. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à bientôt dans notre émission Le Centre Hospitalier Pain Quotidien. Au revoir.